Eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette première conférence du M Poitou, les midis du M Poitou. Alors, déjà en préambule, je voulais vous dire ce qu'était exactement le M Poitou. Le M Poitou, c'est une structure associative qui se définit en trois axes, hein. D'abord, une chaîne locale d'information dans laquelle on passe des films qui sont mis en œuvre par Sylvain et par Geneviève et, et dont, des éléments économiques. Vous avez des films sur je sais pas, La ferme du Pré-Joli, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre, Geneviève, comme film? La clinique de la machine à coudre, voilà, exactement. Donc, 143 abonnés YouTube et pratiquement 9869 vues, pour être précis. Voilà. Ça, c'est un des premiers axes de cette structure associative. Le deuxième axe, c'est une émission de radio qui a lieu tous les 15 jours, qui est diffusée sur RCF Poitou tous les 15 jours à 19 heures, et dans laquelle on invite des personnalités ou des acteurs du Poitou contemporain afin de découvrir leur parcours et voilà leur parcours et ce qu'ils font pour le Poitou. Alors ça peut être des présidents d'associations, des anciens élus, des universitaires. D'ailleurs, Hervé Sabourin y a participé il y a peut-être un an ou deux, un an ou deux. Voilà. Et donc, le troisième axe, ce sont les séries de conférences, dont la première est celle-ci sur les identités libanaises, mais que l'on compte continuer à partir de septembre. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont être décrits pour ces conférences. On peut, dans la partie santé, on peut faire des conférences sur la santé, sur l'économie, voilà. Sur la santé, on veut faire une conférence sur la santé des jeunes en ce moment. Ouais. Et sur l'histoire de la démocratie aussi américaine depuis l'origine de 1776 à aujourd'hui, euh, par une universitaire poitevine. Voilà, alors avant de commencer vraiment cette série, cette conférence, et avant que tu prennes la parole, Hervé, je voudrais remercier Sciences Po de nous avoir accueillis ici, remercier toute l'équipe de Sciences Po. Et voilà. Donc, avant de commencer, on a besoin de compétences dans cette association, hein. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des forces à nous donner, on est preneur. On a besoin d'adhésion aussi, de dons. Et voilà. Et sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, hein. La chaîne YouTube, il suffit d'inscrire M Poitou, vous abonner, et vous pouvez liker et partager les films. Ça, ce sont des choses qui sont bienvenues pour nous parce que ça nous permet de renforcer notre identité associative. Voilà. Hervé Sabourin, je vous laisse la parole pour cette série de conférences, enfin pour cette conférence sur les identités libanaises. Et vous nous direz pourquoi vous avez choisi d'ailleurs ce titre. Très bien. Donc, je vais reprendre. Oui, je vais me présenter. Je vais me présenter, c'est pas un problème. Hervé, qui est ancien vice-président de l'Université de Poitiers Ouais, et qui était ancien directeur de la francophonie au Moyen-Orient. C'est ça, c'est le titre ouais. exact? À peu près, Ah, je vais voilà. Je voulais préciser pas les faire choses. d'impair. Non, non, il n'y a pas d'impair du tout. D'accord. Merci. Bah, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer effectivement à parler du Liban, juste quelques mots me concernant. J'ai été en effet, enfin, je suis universitaire de formation. J'ai été vice-président de l'université de Poitiers en charge des relations internationales. Vous voyez, j'ai toujours été un peu dans ce mouvement-là. Et j'ai été en fait professeur d'université. Ma spécialité disciplinaire, ce sont les mathématiques. J'étais professeur de mathématiques.
Euh, je vais vous parler. Alors, je ne suis pas du tout expert de géopolitique. C'est pas du tout ça que je vais vous développer dans cette conférence. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous parler d'une histoire d'amour que j'ai avec un pays qui s'appelle le Liban. J'y ai vécu à deux périodes de ma vie différentes. J'ai d'abord vécu au Liban quand j'étais enfant, entre l'âge de 10 et 14 ans. Ça remonte à quelques années. Mon père travaillait à l'époque à l'ambassade de France à Beyrouth et donc moi j'étais à l'école à Beyrouth dans les années 70, on va dire pour employer, pour rester un peu dans le vague. Et ma seconde période, elle est beaucoup plus récente, c'est que j'ai été nommé en 2014 directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Donc, j'étais basé à Beyrouth, mes bureaux étaient basés à Beyrouth, mais, et ça, c'est un avantage que j'ai eu par rapport au thème qui est aujourd'hui celui du Liban, je m'occupais du Moyen-Orient, c'est-à-dire que je parcourais en fait à peu près tous les pays de cette région. J'ai été beaucoup en Iran. Je pense que je pourrais plus trop y aller maintenant, mais j'étais beaucoup en Iran. J'étais en Irak. J'ai rencontré les minorités kurdes. J'étais en Syrie. J'ai été effectivement dans d'autres pays comme la Jordanie, les Émirats, les pays du Golfe. Donc j'ai vraiment parcouru cette région, ce qui m'a permis d'une part de me passionner de manière extrêmement forte pour la richesse de cette région et en même temps d'apprendre, parce que évidemment, j'ai beaucoup appris. Pour commencer à parler du Liban, je vais vous essayer de vous décomposer mon laïus en 4-5 parties. Je ne sais pas si je ferai les 5 parties, mais bon, ça va dépendre du temps que je mettrai. Une première partie qui va peut-être présenter en fait ce que j'appellerais des pistes d'approche sur le Liban. On ne peut pas dissocier ces pistes d'approche, on ne peut pas dissocier le Liban d'un peu d'histoire. Ne serait-ce que pour expliquer ce qu'est le Liban d'aujourd'hui, si le Liban est explicable, j'y reviendrai. Il me faut revenir un peu dans l'histoire et comprendre comment ce peuple, comment ce pays, en fait, s'est façonné au cours des millénaires. Donc, je parlerai d'un peu d'histoire, j'essaierai d'être assez bref, mais voilà, je tiens à le faire. Parler ensuite du Liban d'aujourd'hui, essayer de parler, je dis essayer de parler du Liban de demain. Nous sommes un représentant libanais qui sait de quoi je veux parler. Et puis, si j'ai le temps, à titre d'exemple, vous donner deux exemples que je considère comme étant des exemples particulièrement illustrants de ce qu'est le Liban, à travers le système éducatif au Liban. C'est quelque part une copie conforme de ce qu'est le Liban. Et peut-être à la fin, si j'ai le temps, parler du Liban et de la francophonie. C'est quand même ce pourquoi j'ai été là-bas. Et je pense que c'est important peut-être d'en parler. Voilà un petit peu le schéma général. Alors, pour commencer, je dirais quelques pistes d'approche. Alors, je n'ai pas fait de PowerPoint. Je vais essayer de vous parler, de vous dire les choses. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir assez rapidement passer à des échanges, des questions, des réponses ou des non-réponses. Les pistes d'approche que je vais vous envisager, la première, c'est parler un petit peu de ce pays. Ce pays, le Liban, est un pays que je dirais riche et complexe. Alors, j'ai cité cette phrase qui m'a été dite quand je suis arrivé là-bas. Vous savez, si vous prétendez connaître le Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. C'est-à-dire que, effectivement, le Liban est éminemment complexe. En même temps, c'est un pays d'une richesse absolument fabuleuse. Et je vais essayer, au fur et à mesure de cet exposé, de vous en montrer les éléments.
Un pays complexe dans une région également extrêmement complexe. Évidemment, le Moyen-Orient, c'est une région en fait formée d'identités différentes qui se manifestent d'une manière ou d'une autre, mais qui est extrêmement complexe. Et puis, évidemment, bien comprendre que le Liban, au milieu de tout ça, il est dans un environnement, il est entouré par des pays avec lesquels il a des relations que je vais qualifier d'incertaines, pour ne pas dire pire. Prenons l'exemple de la Syrie. Le Liban et la Syrie, c'est un peu compliqué. Prenons l'exemple d'Israël, évidemment. Prenons l'exemple de la Palestine, où les relations aussi sont relativement compliquées. Et puis, si on va un peu plus loin que le Liban, il y a un pays avec lequel le Liban a des relations, on va dire, pour le moins difficiles, c'est l'Iran. Donc, vous voyez, c'est l'ancrage, un pays riche, un pays complexe, dans une région complexe, entouré par des pays qui sont effectivement avec lesquels le Liban a des relations difficiles. C'est un petit pays. C'est petit, le Liban. À peu près 10 000 km². Donc voilà, 10 420. C'est un pays petit, un pays avec une population, alors c'est difficile à mesurer, mais d'environ maintenant à peu près 6 millions d'habitants, dont 20% sont des réfugiés. Ça montre déjà l'aspect, je dirais, diversifié de ce pays, hein. C'est un pays qui, à mon sens, vit très harmonieusement de sa montagne et de ses côtes. Et on va voir que la montagne libanaise a une histoire extrêmement importante, passée et présente. Donc c'est une harmonie entre les côtes libanaises et effectivement la montagne. C'est un pays, alors je me dois d'expliquer un petit peu le titre, c'est un pays aux identités multiples, oui et non. Oui, parce que je vais l'expliquer, il y a beaucoup de communautés qui, bien sûr, constituent le peuple libanais. Mais en même temps, et ce qui est remarquable, c'est que ces identités sont resserrées autour d'une identité nationale. C'est-à-dire que les Libanaises et Libanais, ceux qui vivent à l'étranger, il y en a beaucoup. Mon cher collègue et ami me parlait de 20 millions de Libanais qui vivent en dehors du Liban, ce qui est quand même considérable. Toutes ces personnes ont en tête le pays, un amour du Liban qui est indéracinable. Et ça, je pense que c'est très important. Donc voilà, donc c'est vraiment un pays où les identités, et c'est pour ça que j'ai hésité entre l'identité libanaise et les identités, il y a des identités, mais qui se regroupent autour d'un sentiment d'appartenance à un pays qui est le Liban. Alors justement, les identités. Alors, vous le savez peut-être, au Liban, il y a de recenser 18 communautés. Donc le Liban, la population libanaise est constituée de 18 communautés religieuses. Alors on va citer les trois principales. Bien sûr, ce sont d'abord les chrétiens maronites, les sunnites et les chiites, mais à côté de ça, il y en a plein d'autres. Il y a les druzes, il y a les alaouites, il y a les grecs orthodoxes, il y a les grecs catholiques, il y a les Arméniens orthodoxes, il y a les Arméniens catholiques, il y a des protestants, il y a des Syriaques, il y a des Chaldéens, il y a des Assyriens. Vous voyez, la liste se démultiplie. Donc c'est vraiment un pays qui vit à travers ces communautés. Quand vous êtes à Beyrouth, vous passez d'un quartier à un autre, vous passez d'une communauté à une autre. Hein, vous avez des Arméniens dans un endroit, vous avez beaucoup de sunnites quelque part. Vous avez, bien sûr, on en reparlera plus souvent des chiites qui sont a priori dans le sud de Beyrouth, mais pas que. Et donc voilà, donc c'est vraiment un pays de ce côté-là qui vit à travers ses identités. Le peuple libanais, quand je parlais d'histoire d'amour, avec le pays, parce que le pays est beau, il est magnifique, mais avec son peuple. C'est un peuple, par définition, qui est résilient,
Ce mot, je vais l'employer peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, parce il caractérise complètement le Liban. Il est chaleureux, il est accueillant. Accueillant, on regarde un petit peu le nombre de réfugiés qu'il y a dans ce pays. Alors, on parle il y a les Syriens, on sait pourquoi les Syriens sont là. Il y a les Palestiniens, mais il y a plein d'autres pays qui sont représentés, hein, l'Irak, etc. Donc, c'est vraiment un pays résilient, accueillant et chaleureux. Et c'est un pays dont la population est pleine de talents multiples. Les Libanais sont des commerçants, on verra pourquoi, qui est à l'origine, ça tient, des commerçants voyageurs qui ne restent pas chez eux. La preuve, ils ne restent pas chez eux. Ce sont des entrepreneurs, et ça c'est extrêmement important. Le Libanais entreprend beaucoup. Ce sont des bâtisseurs. Donc, je répète, c'est important, ce sont des commerçants voyageurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs. Mais ces caractéristiques-là, ces qualités-là, elles prennent racine dans l'histoire de ce peuple. Et c'est pour ça que je voudrais essayer maintenant, dans la deuxième partie, de vous faire un peu d'histoire, très modestement. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous raconter un peu l'histoire du Liban. L'histoire du Liban, elle commence bien sûr d'assez loin, elle part d'assez loin. Elle part, on va dire, la première date que je vais citer, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est le territoire de Canaan. Canaan est un territoire situé dans la partie orientale, le littoral oriental de la Méditerranée, et c'est là où il y avait les Cananéens qui, à l'époque, bon, travaillaient beaucoup sur la pierre, par exemple, mais qui avaient déjà une idée précise de ce que pouvait représenter la mer, puisque c'était sur le littoral. Et l'idée des Cananéens, c'était de dire, on va créer ce qu'ils ont appelé ensuite des cités-États. Donc créer des cités, mais qui vont pouvoir avoir une administration, une gestion autonome. Ça va se concrétiser quelques milliers d'années plus tard, en 1200 ans avant Jésus-Christ, par l'épanouissement de ces grandes cités-États qui sont sur le littoral libanais. J'en citais trois, il y en aura d'autres, mais trois fameuses. Byblos, qui sera une cité-État qui va être très florissante. Sidon, de nos jours, on ne parle pas de Sidon, on parle plutôt de Saïda, et c'était Sidon ou Tyr, la ville de Tyr. Et ce sont à travers ces cités-États que une nouvelle civilisation s'est installée, donc qui a été postérieure donc aux Cananéens, c'est les Phéniciens. Les Phéniciens, en fait, se sont installés dans ces grandes cités-États et ont commencé, bien sûr, à faire ce qu'ils ont fait pendant des années, du commerce de la maritime. Donc, ils avaient des talents absolument fabuleux pour construire des navires. Ils ont construit des navires et ils ont parcouru les mers pour pouvoir effectivement entamer leur commerce maritime. Donc, on peut dire d'une certaine manière que la caractéristique de commerçante du Libanais peut-être prend ses sources à ce niveau-là. Les Phéniciens ont notamment construit, bâti des comptoirs maritimes en dehors de la côte libanaise. On peut penser à une ville qui est bien connue de tout le monde, la ville de Carthage, qui est en fait un pur produit de la Phénicie. On peut penser à Cadix, à l'île de Malte, à l'île de Chypre. Donc tout ça, ce sont des productions en fait de la Phénicie. Juste un peu pour rajouter phénicien. Pourquoi phénicien? Alors l'origine phénicien, ça vient d'un mot grec, la Phénicie, qui veut dire pourpre. Pourpre, non, Phénicie veut dire pourpre. Et pourquoi pourpre? Parce que les Phéniciens utilisaient d'une manière absolument énorme un coquillage, en fait, qui s'appelait le murex, et ce coquillage donnait, en l'écrasant,
la couleur pourpre. Et donc, c'est de là qu'en fait est né ce nom. Et les Phéniciens, en fait, ils avaient essentiellement deux grandes spécialités, si je puis dire. Ils savaient souffler le verre, ils étaient spécialistes de soufflage de verre, mais la découverte la plus importante qu'a apporté la Phénicie au monde entier, c'est la création de l'alphabet. L'alphabet, évidemment, les 22 caractères de l'alphabet découverts par les Phéniciens ont ensuite évidemment servi à l'ensemble des civilisations du monde entier. Cette période phénicienne va malheureusement s'arrêter, ou du moins s'estomper, autour de 400 avant Jésus-Christ, par, comme d'habitude, les guerres. Des guerres, des guerres. Le Liban est toujours aux guerres. Donc la Phénicie a été effectivement assiégée par les Babyloniens, par les Assyriens, et qui ont commencé à prendre position. Mais celui qui a en fait sonné le glas, si je puis dire, de la Phénicie, c'est un général macédonien qu'on connaît bien, qui s'appelle Alexandre le Grand, qui a assiégé la ville de Tyr pendant des mois, des mois, des mois, et qui finalement a réussi à vaincre les Phéniciens. Et donc, deuxième période, si je puis dire pour les Libanais, ils étaient au départ cananéens, ils sont devenus phéniciens, et la Phénicie est devenue grecque pendant un certain nombre d'années. Donc, vous voyez déjà cette évolution. Ensuite, un peu plus tard, là on dépasse, on est après Jésus-Christ, dans les années 65 après Jésus-Christ, nouvelle invasion, le général Pompée prend possession en fait de ce territoire et rattache en fait la côte libanaise à la Syrie et à la partie romaine de la Syrie. Et donc, le Liban ou la côte libanaise devient romain, devient romain. Donc ça, c'est une troisième période, la période romaine du Liban, si je puis dire, avec quand même des réalisations majeures, enfin des événements majeurs qui se passent et qui sont très importants pour la suite. D'une part, l'éclosion durant cette période romaine d'une ville nouvelle, pas nouvelle, mais en tout cas qui s'installe en tant que ville nouvelle, Beyrouth, qui va devenir une ville, bien sûr, fondamentale pour la suite, et notamment l'installation dans cette ville-là, dans Beyrouth, d'une école de droit. Je parle de ça parce que c'est important, qui va être à l'origine pratiquement du droit byzantin et à l'origine et qui va influencer en fait énormément de juridictions du monde entier. Donc c'est important, je crois, de comprendre que ceci s'est passé à cette époque-là. Et puis je n'oublie pas quand même, je ne sais pas si vous avez été au Liban, les uns et les autres, enfin certains oui, je n'oublie pas quand même qu'une grande réalisation romaine au Liban, ça s'appelle Baalbek, qui est bien sûr un site absolument prodigieux. Si vous allez là-bas, il faut y aller, bien entendu, qui est en fait une succession de temples qui ont été construits aux dimensions inimaginables pour l'époque et qui est vraiment un véritable joyau. On y passe facilement une journée ou deux, hein, Baalbek. Donc voilà. Ensuite, un troisième point de la partie, je veux dire, romaine du Liban, c'est l'arrivée, et c'est à cette époque-là que ça se produit, du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme venait de Palestine et il s'est progressivement translaté vers le Liban pour devenir, en fait, au bout d'un certain temps, pour que le Liban devienne, au bout d'un certain temps, un peu le berceau du christianisme oriental. Et c'est arrivé à ce moment-là.
Dans les années 400 après Jésus-Christ, je prends peut-être du temps, mais je suis désolé, ça ne vous dérange pas, parce que je pense que c'est important de faire cette rétrospective, si je puis dire. L'Empire romain éclate un petit peu, et donc la côte libanaise est, d'une certaine manière, prise par Constantinople. Et là, on tombe dans la période byzantine de la côte libanaise ou du Liban. C'est-à-dire que là, du coup, on est vraiment dans l'Empire byzantin. Et à cette époque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le christianisme s'épanouit largement. Et où est-ce qu'il va aller? Parce que souvent, comment dirais-je, bon, les côtes sont occupées par d'autres personnes. Il va aller s'installer dans la montagne libanaise, la fameuse montagne libanaise. Et notamment, il va y avoir une communauté qui va se créer, une communauté chrétienne, qui va s'installer dans cette montagne libanaise à cette époque-là, et qui s'inspire en fait d'un moine syrien du IVe siècle qui s'appelait Maron. Vous voyez donc l'origine maronite, n'est-ce pas? Si je me trompe, vous le dites, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc on arrive effectivement à cette période byzantine, et puis assez rapidement, dans les années, on va dire 650-700, on tombe dans l'ère islamique, c'est-à-dire que les armées islamiques écrasent les armées byzantines, et on voit apparaître dans différents pays, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, beaucoup de conversions à l'islam. La langue arabe devient la langue notamment de la côte libanaise, Et là, on voit une certaine scission entre la côte, la plaine, et la montagne. C'est-à-dire que les chrétiens, le christianisme, se réfugient, si je puis dire, dans la montagne. Vous avez cette dualité entre la montagne libanaise avec beaucoup de chrétiens et beaucoup de maronites, et puis effectivement la côte libanaise où là on voit de plus en plus de conversions et de rattachement en fait à l'islam. Je passe un petit peu les choses. Dans les années 1000, de 1000 à 1200, il y a encore d'autres invasions il y a les croisades. Les croisades qui arrivent, et notamment les croisés qui s'installent sur la côte libanaise, qui prennent d'ailleurs Jérusalem, et ça c'est important. Et tout ça va donc provoquer, je dirais, une autre période, la période des croisades, qui va se terminer un peu plus tard, ça ne va pas durer très longtemps, notamment par la prise de Jérusalem par Saladin, et donc et de toutes les positions des croisés. Donc entre 1000 et 1200 ou 1300, en fait, on a des croisades et la fin des croisades. Et puis on arrive bien sûr à cette fameuse date fatidique, 1516 pour être très précis, où là, effectivement, le sultan ottoman décide d'annexer l'ensemble de cette région, et le Liban devient province de l'État ottoman, et ça va durer 4 siècles. Donc jusqu'en 1900, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc dans cette période, je vais passer cette période, je voudrais juste mentionner un fait important, c'est en 1850 ou 60. Alors, à cette époque, donc effectivement, pour reprendre, la côte libanaise, elle est ottomane, mais par contre, et ça c'est important, il y a une forme d'autonomie qui est laissée à la montagne libanaise et aux chrétiens, qui peuvent gérer les choses en fait à travers des émirs locaux. Alors ça va être très bien pour le stade à côté, mais aussi ça va provoquer des tensions entre les communautés, notamment entre les Druzes et les chrétiens. Et ça va aboutir dans les années 1860 à un massacre, il faut dire, faut appeler les choses par leur nom, massacre, pogrom, il faut appeler ça comme vous voulez, des chrétiens, qui a d'ailleurs nécessité l'intervention de l'armée française qui est venue sur place
Et cette intervention a abouti à ce que la montagne libanaise, et grâce d'une certaine manière au fait que l'Empire ottoman a lâché du lest, la montagne libanaise est devenue plus ou moins autonome et administrée par un administrateur chrétien. D'accord? Donc c'est une période qui s'ouvre en fait à cette époque-là et qui va connaître en fait, qui va permettre en fait au pays d'avoir une certaine jouissance, une certaine floraison comment dire, à tout point de vue, et notamment au point de vue culturel. Beaucoup de prospérité, Beyrouth devient un centre important, et puis effectivement le pays progresse. Le pays progresse toujours avec cette dualité, montagne libanaise et puis côte libanaise. On va aller jusqu'en 1914, et là, l'Empire ottoman fait un choix, celui de soutenir l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Et ce choix, évidemment, va être déterminant pour la suite. Pourquoi? Parce qu'en 1918, lorsque la guerre s'arrête, l'Empire ottoman, bien entendu, est considéré comme défait. Et donc, il va s'agir de répartir, en quelque sorte, les provinces ottomanes. Et ça, c'est bien sûr dévolu à l'Occident, c'est-à-dire notamment à l'époque à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et des accords ont été conclus. Alors, on les appelle les accords de Sykes-Picot. Ce sont des accords qui ont été conclus pour se répartir, en fait, les différentes provinces ottomanes. Et pour des raisons, en fait, je dirais, spécifiques à la France, on décide que la France et la Grande-Bretagne vont récupérer une grosse partie en fait de cette région. La France, en fait, se voit confier un mandat de contrôle du Liban et de la Syrie, et la Grande-Bretagne, je dirais le reste, alors ça va de la Palestine jusqu'à l'Iran. Et donc, la France devient administrateur du Liban, et en 1920, crée ce qu'on appelle le Grand Liban, qui donc qui sont les prémices en fait d'un pays. Ce n'est pas encore un pays indépendant. C'est un pays en fait avec des frontières bien définies, mais qui n'est pas indépendant. Et donc, ce sont les Français qui vont administrer ce pays-là. Ils vont tout de suite rencontrer le problème. Comment administrer un pays avec toutes ces communautés? Comment faire en sorte que des chrétiens, les sunnites, les chiites et d'autres puissent s'entendre pour pouvoir effectivement travailler ensemble. Et déjà, il y a des accords, alors ils sont uniquement oraux, qui ont été... donc la France, en fait, fait un choix qui va être déterminant, un choix de finalement mettre en place une stratégie politique basée sur le confessionnel. C'est la France qui a décidé ça finalement. Et du coup, il y a des accords oraux qui sont décrétés à cette époque-là, qui disent, bon, d'accord, on va répartir le pouvoir entre les trois grandes communautés, les maronites, les sunnites et les chiites. Chacun prendra en fait la responsabilité d'un pouvoir. Alors, au départ, on parlait effectivement du président de la République, qui en fait, ce sera plus tard, hein, le président qui est maronite, du président de l'Assemblée nationale qui est chiite et du Premier ministre qui va être sunnite. Tout ça, ça va être formalisé un peu plus tard. Mais voilà, donc le Liban est formé, si je puis dire, au niveau administratif, au niveau politique presque, et en 1943, c'est l'indépendance du Liban. Et en 1946, c'est le départ des Français. Donc, on est dans une nouvelle configuration, 1946. Le Liban est indépendant. Et il y a une date qui arrive juste après, 1948. Et 1948, c'est quoi? C'est la naissance de l'État d'Israël. Et évidemment, ça va tout bouleverser. Vous allez avoir
ce qu'on va appeler la Nakba, c'est-à-dire la fuite enfin la fuite, oui, le déplacement d'un grand nombre de Palestiniens qui vont s'installer au Liban. Et tout ça, bien sûr, va provoquer des tensions au Liban, des tensions importantes, qui vont aller crescendo jusqu'à ce qu'en 1970 s'installe au Liban. Alors je vais plus vite. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et ça aussi, ça va être un feu aux poudres, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de l'OLP, c'est de s'installer, et de gérer la Palestine du Liban. L'idée d'Israël, ça veut dire de déloger le plus vite possible l'OLP. Donc on va commencer à avoir ce genre de problématique qui va se poser. On en est là, 1970. On en est là. Je vais passer une troisième partie, le Liban d'aujourd'hui et de demain. Et la première date qui vient après 1970, c'est 1975. Pourquoi elle vient peut-être que certains le savent, c'est qu'en 1975 démarre ce qu'on appelle la guerre civile au Liban, suite à quelque chose d'assez anodin, comme souvent, l'attaque d'un bus dans la ville de Beyrouth. Un bus est attaqué et ça va enclencher le feu un peu partout. À l'époque, le gouvernement libanais est très faible. Il y a des tensions avec la Palestine. Donc, ils ne sont pas en mesure de réagir. Et donc, la guerre civile va éclater. Et elle va durer 15 ans. 15 ans. 15 ans de guerre civile. Alors, on dit souvent, la guerre civile, c'est les musulmans contre les chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ah, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu effectivement comment dirais-je, des tensions et de la guerre entre ces deux communautés, mais beaucoup plus que ça. La guerre civile libanaise, ça a engagé des tas de factions qui étaient chrétiennes, qui luttaient contre des chrétiens, de musulmans qui luttaient contre des musulmans. En fait, c'était une espèce de mosaïque en fait de guerre. La guerre civile libanaise, c'est une mosaïque de guerre. Et cette mosaïque de guerre va être effectivement extrêmement fatale pour le pays. La ville de Beyrouth va être totalement en ruine. Il va y avoir 200 000 morts en tout. Ça va être vraiment terrifiant. La jeunesse libanaise va aussi émigrer beaucoup, va partir. Beaucoup de Libanais vont partir à cette époque, vont essayer de quitter ce pays. En 1976, les Syriens rentrent au Liban, interviennent. Et puis, Israël se dit, après tout, on va en profiter. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est nous débarrasser de l'OLP. Donc, ils rentrent aussi dans le sud du Liban pour pouvoir combattre l'OLP. On a un remake de ce qu'il y a actuellement. Et en 1982, c'est une date aussi importante, l'Iran se dit il faut combattre cet envahissement d'Israël au sud Liban et il facilite la création, je ne sais pas comment on peut dire, d'un parti chiite qui s'appelle le Hezbollah. Et donc, c'est en 1982 que le Hezbollah est créé, à partir de cette invasion, si je puis dire, d'Israël dans le sud Liban. Alors, cette guerre civile va bien sûr s'arrêter, mais 15 ans, c'est long. Et par la signature en 1989, les fameux accords de Taïf, qui sont des accords qui ont été signés en Arabie Saoudite et qui vont mettre fin à la guerre civile, mais qui laissent le pays dans un état de ruine totale. Et tout est à reconstruire d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là que je vous dis que le Liban est fait de bâtisseurs. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils vont reconstruire. Mais entre-temps, les accords de Taïf ne considèrent pas une chose, c'est la présence des Syriens. Les Syriens, eux, ils vont rester. Ils vont rester et donc ils vont, d'une certaine manière, garder la mainmise politique sur le pays, même après 1989. La suite, c'est quoi? C'est le Liban d'aujourd'hui. La suite, c'est effectivement
la reconstruction de Beyrouth, qui va être hyper rapide, grâce à une personne notamment, qui a été Premier ministre du Liban pendant un certain temps, qui s'appelle Rafik Hariri, qui va effectivement, qui est un chef d'entreprise extrêmement puissant et qui, grâce à son entreprise qui s'appelle Solidaire, va reconstruire à une vitesse grand V la ville de Beyrouth. Je vous ai dit que la Syrie était toujours présente. Alors, je ne fais aucun rapprochement, en tout cas direct, mais en février 2005, ce Premier ministre est assassiné. Rafik Hariri est assassiné. Alors, par qui? Suivez mon regard, si je puis dire. Mais bon, peu importe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça va provoquer dans le pays une émotion fabuleuse. Les gens vont manifester, et puis effectivement, ça va obliger les Syriens à quitter le Liban. Les Syriens quittent le Liban en 2005. Et s'ensuit une période d'instabilité politique et d'instabilité économique importante, qui va durer. Et je citerai pour finir deux dernières dates qui sont importantes. La dernière, l'avant-dernière, c'est le 2019. Je vais parler de taxes sur WhatsApp. Taxes sur WhatsApp. Le gouvernement libanais de l'époque, je pense que ça devait être le fils Hariri, Saad Hariri, décide de taxer WhatsApp. Et là, c'est l'explosion générale. Le pays entier se révolte, toute communauté confondue, et va dans la rue. Et on voit, moi j'étais là-bas, j'étais sur place, et je voyais en moto, là, les chiites étaient en moto souvent, à côté des chrétiens qui manifestaient. C'était impressionnant de voir ça. Ils voulaient en fait évidemment non seulement qu'on supprime cette taxe, mais surtout qu'on arrête la politique comment dirais-je, la politique du confessionnalisme, qu'on arrête la corruption et qu'on change complètement de système politique. Ils ont tenté vaillamment, ils ont été dans la rue, ils ont passé des journées, des semaines dans la rue, il ne s'est rien passé. Si, la démission du Premier ministre qui a été remplacé par un autre, mais ça, on sait ce que c'est. Et puis, dernière date que je voudrais mentionner, parce qu'elle est importante, c'est un an après, c'est août 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en août 2020? Mais il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Ça a eu un impact considérable, d'un point de vue du peuple, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes, évidemment, beaucoup de dégâts. Hein. La moitié de Beyrouth était à nouveau sous les débris. Moi, j'étais sur place à l'époque, donc j'ai vécu cette explosion. J'étais dans mon bureau, situé mon bureau, c'était dans les locaux de l'ambassade de France, dans un quartier qu'on appelle Ashrafiyeh. Moi, j'ai vécu ça, mais j'étais dans mon bureau au rez-de-chaussée. Au premier étage, tout a été soufflé. Les portes, les fenêtres, j'ai entendu toutes les. Et je dois mon salut au fait d'une chose, c'est que j'ai deux fenêtres. J'avais deux fenêtres dans mon bureau. J'avais laissé une fenêtre ouverte, malgré la chaleur. Et donc, en fait, le souffle, il est passé et il n'a pas tout fait exploser. Donc, du coup, grâce à cette fenêtre ouverte, je suis devant vous aujourd'hui. Sinon, c'est pas sûr. Alors, cette situation, combinée à celle de 2019, a fait en sorte que la situation économique du Liban est devenue catastrophique. Oh oui, je suis désolé. Hein. Mais je pense que c'est intéressant de parler de tout ça. Est devenue catastrophique. Les banques, effectivement, ont tout bloqué. Les Libanais ne pouvaient plus sortir d'argent, ils ne pouvaient plus déposer d'argent. C'était vraiment une catastrophe. J'oublie de dire peut-être que juste avant, donc dans les années de reconstruction, Beyrouth était en fait devenu un centre économique régional extrêmement important,
Plein de banques se sont construits hein, dans les années 2005. C'est devenu un centre culturel, un centre financier, un centre économique pour toute la région. Et tout ça, ça a volé en éclats, en fait, avec ces deux dates-là. Réaction du peuple libanais à cette époque de désastre économique. On se dit, mais ils vont pas pouvoir résister. Résilience, résilience. Les Libanais ont relevé le gant, et ça, je voudrais le citer. Ils ont été là. Ils ont, ils ont reconstruit. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement vivre malgré tout. Je me rappelle, j'étais sur place. Juste avant la catastrophe économique, je me souviens parce que ça m'avait marqué, le dollar s'est changé à 1500 livres libanaises. Juste après, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est 2 mois. On est passé de 1500 livres libanaises à 100 000. 100 000, 120 000. Imaginez comment un Libanais qui vit avec un salaire libanais peut résister à ça. Mais ils ont résisté. Ils se débrouillaient, la débrouille, mais une vraie résilience. Et donc, du coup, on se dit, elle vient d'où cette résilience? Est-ce qu'elle vient pas des Phéniciens? Est-ce que ce ne sont pas les Phéniciens qui finalement ont donné aux Libanais cette espèce de possibilité de résister à tout? Et c'est toute la question qu'on peut se poser. Alors, je vais pas aller au-delà parce que je pense que j'avais plein d'autres trucs à dire, mais je crois que notamment sur le système universitaire, sur le système éducatif, sur la francophonie, mais je vais peut-être laisser la parole à vous pour poser les questions que vous souhaitez poser. Mais peut-être que cette histoire qui s'est inscrite dans le temps et dans les millénaires explique un peu plus pourquoi le Liban est si composite, si complexe, si diversifié, mais en même temps si ouvert au monde. Le Liban est ouvert au monde. Ça, c'est sa grande particularité. Voilà, merci. Merci Hervé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, juste pour dire qu'effectivement, le système politique libanais suit un peu cette configuration-là, donc il est assez compliqué, mais avec toujours cette base confessionnelle, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale libanaise, le Liban est un régime parlementaire, hein, une démocratie parlementaire, l'Assemblée nationale est composée de 128 députés, 64 chrétiens, 64 musulmans. On est toujours dans cette proportionnalité. Et ça, c'est intéressant. Et c'est compliqué aussi à gérer. Oui, merci Hervé pour cette superbe introduction. Moi, j'avais une question à vous poser sur la responsabilité de la France, notamment quand elle a eu le mandat sur le Liban par la SDN. Une France qui, quelques décennies auparavant, avait voté la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et qui n'a pas hésité à soutenir un régime politique confessionnel. N'y avait-il pas un autre chemin à suivre pour la France, pour ce mandat sur le Liban? Alors, effectivement, c'est peut-être contradictoire, mais en même temps, je pense que c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau les choix étaient très limités. Vous êtes en face d'un pays aux 18 communautés, dont les trois principales, maronites, sunnites et chiites. Vous devez mettre en place une administration qui tient compte de ces 18 communautés. Vous pouvez pas décréter qu'on fait fi du confessionnalisme. C'est impossible. C'était impossible au Liban. Et donc, je crois qu'il y a en même temps, je dirais-je, un choix qui n'en était pas un, et en même temps une forme de pragmatisme français. Moi, là-dessus, je dirais, j'ai pas d'état d'âme. Je pense qu'effectivement, c'était un choix qu'il fallait faire. Par contre, je pense qu'il était important, et ça n'a pas été fait, d'essayer de laïciser au fur et à mesure et progressivement la politique libanaise,
avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Mais ça n'a pas été fait, mais parce que il y a une forme d'impuissance. Euh, Beaucoup plus récemment, moi j'étais sur place euh, en 2000, c'était en 2017, euh, lorsque le président Macron, qui à l'époque n'était pas président, est intervenu, qu'il a voulu taper du poing sur la table en disant ça suffit, maintenant comment dirais-je, ça suffit les combats entre chefs. Qu'est-ce que ça a donné? Perte d'influence de la France. Point. Ça partait d'un bon sentiment de la part de Macron, mais l'effet a été complètement inverse. On ne résout pas le problème du Liban de cette manière-là. On ne peut pas le résoudre. Il faut connaître effectivement ce pays. On ne peut pas le résoudre comme ça. Oui. Alors, à la question, ma réponse, elle va être très, très nette. Pas de solution dans l'immédiat. Il n'y a pas de solution dans l'immédiat. À mon avis, c'est-à-dire que cette ingérence étrangère, elle existe. Elle est très présente, mais elle est présente aussi dans la politique libanaise. Vous parlez d'un gouvernement fort. Le gouvernement actuel, en tout cas le binôme actuel, il me semble, peut-être que mon collègue me contredira, est un binôme qui tient la route. Le général Joseph Aoun et son premier ministre Nawaf Salam sont des personnes qui ont pris le problème à bras le corps. Vous donnez un exemple. Vous dites effectivement, il faudrait qu'un gouvernement fort désarme le Hezbollah. Oui, ils sont tous d'accord. Sauf que le Hezbollah, il a fait non seulement, d'abord le Hezbollah est présent politiquement, hein, je n'ai pas pu citer la composition de l'Assemblée nationale, je n'ai pas fait, mais dans cette Assemblée nationale, vous avez, comme je disais, des maronites, des sunnites et des chiites. Il y a deux partis chiites hein, qui sont représentés et fortement représentés, le parti Amal et le Hezbollah. Donc le Hezbollah est présent et donc légitime, il est légitime du point de vue de la politique libanaise. Pire que ça, si je puis dire, le Hezbollah, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir? Il ne s'est pas contenté de créer une armée. Il a une armée qui est, on le sait, mieux armée que l'armée libanaise. Mais il a aussi une action sociale sur les Libanais. Il a créé des centres médicaux, il a créé des universités, des écoles. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment de bon nombre de Libanais, qui ne sont pas du tout des gens du Hezbollah, c'est de dire, mais le Hezbollah, il nous rend service. Il est bon avec nous, puisqu'il nous permet d'aller à l'hôpital, il nous permet d'aller... Et donc, du coup, si le gouvernement libanais décide de désarmer le Hezbollah, il y a un danger de guerre civile. Donc, tout ça, c'est noyauté, c'est bloqué. Donc, pour le moment, la solution qui est envisagée de manière peut-être un peu idéaliste, c'est les fameux deux États, qui est un État Israël et un État palestinien qui permettrait peut-être effectivement d'arranger les choses. C'est une solution à court terme, à mon avis, qui n'est pas envisageable parce que bah, le Liban reste engoncé dans ses difficultés. Et ces difficultés, elles sont internes. Elles sont essentiellement internes. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, de toute façon, je veux dire, c'est des accords qui ont, en fait, c'est un éternel recommencement. Le problème, c'est que on décrète un cessez-le-feu, on décrète des accords, on lance des accords, mais ces accords ne tiennent pas. Pourquoi? Ben parce que, notamment, un pays comme l'Iran n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord. Et donc, l'Iran va faire tout ce qu'elle pourra pour pouvoir pousser le Hezbollah à intervenir. Dès lors qu'un accord, effectivement, est conclu, s'il est conclu entre Israël et le Liban, le Hezbollah va faire tout ce qu'il pourra pour pouvoir continuer à balancer des missiles, et donc Israël va répondre. Donc, je veux dire, on est toujours dans cette espèce d'ingérence étrangère qui n'en finit pas. Donc, il faudrait, en fait, moi, je dirais beaucoup plus que l'accord.
Israël, Liban. Là, je rentre dans la politique, c'est pas ce que je voulais, mais peu importe. Je crois que un accord Iran-États-Unis, qui serait très en avantage de l'Iran, ce qui est en train d'être plus ou moins le cas, permettrait peut-être à l'Iran de se désintéresser un peu plus de ce qu'on appelle les proxys, et donc de permettre au Liban, en fait, d'être plus autonome par rapport à à ces accords avec Israël. Je pense que c'est ça le problème. Vous savez, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, mais quand vous discutez avec des Libanais, que vous parlez d'Israël, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire ils ont, je ne dis pas une haine, mais il y a un antagonisme vis-à-vis d'Israël qui est effarant. Je vais vous citer une petite anecdote. Quand j'étais directeur de l'AUF, donc de l'Agence de la francophonie, je signais des contrats avec différentes instances libanaises. Notamment, je signais beaucoup de contrats d'échange d'étudiants avec le CNRS libanais. Le CNRS libanais, à l'époque, était dirigé par un chiite, qui n'était pas du Hezbollah, mais peu importe. Et je vais lui présenter le contrat. Il me dit, et dans ce contrat, je disais que finalement, les étudiants libanais pouvaient partir en échange de mobilité, en mobilité internationale, dans n'importe quel pays de leur choix. C'était ouvert. Et le secrétaire général du CNRS libanais me dit, mais écoute, je ne signerai pas ce contrat. Je lui dis pourquoi? C'est pour les étudiants, c'est super, parce que tu as mis tous les pays du monde. J'aimerais que tu enlèves de la liste Israël. Et donc, il n'a pas signé le contrat. Et donc, le contrat n'a pas été signé à cause de ça. Donc, il y a un antagonisme très fort, y compris d'ailleurs, et ce n'est pas uniquement un antagonisme qui est vécu par la faction chiite, qui est la faction, effectivement, enfin, la communauté chiite, mais aussi par les autres communautés, y compris par les chrétiens maronites, qui n'ont pas un amour profond d'Israël. Donc, voilà ce que j'en pense. Le Hezbollah, sa création, en fait, est due, est une création iranienne. Elle est due au fait que lorsque Israël a décidé, dans les années 80, a décidé d'intervenir au Liban pour pouvoir se débarrasser, à l'époque de l'OLP, c'était pas le Hamas, c'était l'OLP, l'Iran a dit il faut arrêter l'expansion israélienne. Et pour arrêter l'expansion israélienne, ils ont financé en fait un parti, enfin une faction chiite qui s'appelle le Hezbollah, le parti de Dieu. Et donc du coup, le Hezbollah a été créé là et il a servi aux Iraniens à contrer en fait l'expansion d'Israël. Et de cette manière, ça a marché parce que Israël a été obligé de quitter le Liban quelques années plus tard. Lorsque Trump a fait bombarder les sites nucléaires, il a décrété c'est fini, c'est terminé, il y a plus de nucléaire en Iran. C'est fou. Bien sûr que c'est fou parce que euh, je prends l'exemple de l'Iran parce qu'elle a ses caractéristiques et on pourra rapporter ça au Hezbollah. Ça fait 45 ans que l'Iran attend les États-Unis. Ça fait 45 ans qu'ils attendent cette confrontation. Et ils se sont préparés. C'est-à-dire qu'en sous-sol, vous avez des tunnels, des fameux tunnels, qui sont absolument inatteignables et où il y a des réserves monstrueuses d'armement. Et donc l'Iran a perdu beaucoup d'armement, on va dire, extérieur, mais ils ont encore un potentiel énorme. Et le Hezbollah est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement ils sont envahis par, enfin, ils ont construit des tunnels souterrains gigantesques et ils ont conservé comme l'a fait le Hamas en Palestine, enfin à Gaza, ils ont conservé une potentialité militaire extrêmement importante. Donc effectivement, il y a plein de dirigeants qui ont été tués, ça c'est sûr, mais le potentiel, alors, il a été diminué, mais il n'a pas du tout été interrompu. Mais pas du tout, ils ont des réserves. Et ces réserves, on voit bien,
ça, quoi, ce qu'elles font, parce qu'effectivement, ils continuent à attaquer. Et ils ont même maintenant des... Et n'oublions pas une chose, c'est qu'ils continuent à être alimentés par l'Iran, malgré tout. Et il y a des armements un peu nouveaux, les fameux drones, je ne sais plus leur nom, qui sont utilisés maintenant par le Hezbollah contre Israël, qui proviennent de l'Iran. Donc c'est un peu une histoire sans fin. La structure fédérale libanaise, elle est installée, c'est-à-dire que le président de la République libanaise, il est maronite, le président de l'Assemblée nationale, il est chiite, et le Premier ministre, il est sunnite. Donc vous avez une forme de fédération et d'entente. Et quand vous formez un gouvernement libanais, vous respectez les proportions. C'est-à-dire que vous avez tant de ministres qui sont druzes, tant de ministres qui sont maronites, tant de ministres qui sont sunnites, chiites, tout ça. Et c'est pour ça qu'un gouvernement, enfin moi je me rappelle, je ne sais plus à quelle époque, il n'y a pas si longtemps, en France, il avait fallu des mois pour former un gouvernement. Moi, je rigolais en disant, mais attendez-moi, un gouvernement au Liban, ça met un an à être formé, pas loin d'un an, parce qu'il faut tellement, tellement de négociations et de discussions pour respecter ces Bon, il n'y a pas proportions. besoin d'aller si loin. Comment? Il n'y a pas besoin d'aller si loin. En Belgique, c'est la même chose. Je sais pas, oui, bien sûr. Voilà. Donc non, non. Donc la fédération, elle existe. C'est pas à ce niveau-là que ça se pose. C'est pas à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Ben, merci de m'avoir écouté, d'avoir suivi ce. Merci Hervé.